Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au lancement de la chaire de recherche sur le genre et l'intervention en dépendance, la GID. Je m'appelle Jorge Flores Aranda et j'aurai le plaisir d'animer ces lancements. Je suis professeur à l'École du travail social de l'Université du Québec à Montréal et également chercheur associé à la GID. Je vous présente tout de suite professeur Karine Bertrand, qui est titulaire de la, de la chaire de recherche sur le genre et l'intervention en dépendance. En plus d'être titulaire de cette chaire, Karine est également psychologue et professeure titulaire au programme d'études et de recherche en toxicomanie du département des sciences de la santé communautaire de l'Université de Sherbrooke. Karine est également directrice scientifique de l'Institut universitaire sur les dépendances. Sur une note plus personnelle, j'aimerais souligner que Karine est une collègue pour qui j'ai une très grande admiration et que j'ai eu le privilège d'avoir comme directrice de thèse il y a quelques années. Je suis très heureux que cette chaire de recherche hautement pertinente puisse voir le jour. Karine, je te cède tout de suite la parole. Merci beaucoup, Georges. Merci d'assurer l'animation de cette importante journée pour moi. Alors, je souhaite remercier toutes les personnes qui participent à cet événement de lancement de la chaire de recherche sur le genre et l'intervention en dépendance, qu'on appelle maintenant la GID. Je suis très émue aujourd'hui, en fait, de me retrouver à vous présenter cette programmation de recherche, mais émue sous différents aspects, je dirais. D'abord aussi par le travail de co-construction, de collaboration et d'équipe qu'il y a derrière à la fois les activités qu'on va vous présenter en tout cas ce lancement-là et qui sont des partenaires donc, qui ont participé à ces activités-là, mais aussi à l'ensemble de la programmation de recherche. Donc, je pense par exemple aux personnes qui sont concernées, qui ont une expertise de vécu, aux partenaires des milieux de pratique provenant des milieux communautaires, du réseau public aussi, des services en dépendance, les étudiants, les chercheurs qui sont associés. On a vraiment eu des réflexions, des croisements de perspectives pour vous offrir ce menu-là aujourd'hui. On est animé par des valeurs communes. Je me sens privilégiée d'être aussi bien accompagnée. Donc, il y a des valeurs communes qui sont notamment les valeurs officielles de la chaire qu'on a identifiées ensemble, justement en partageant nos perspectives, des valeurs d'inclusion, d'innovation aussi, la curiosité, l'envie de toujours parfaire nos connaissances puis de les mettre au profit aussi de notre intervention, notamment dans le domaine des dépendances. Et aussi la notion de leadership engagé. Pour moi, c'est très touchant de voir l'engagement social de tous ces partenaires qui gravitent autour de la chaire de recherche, qui est pour moi une forme de véhicule, si on veut, pour aller plus loin ensemble, pour contribuer à la transformation des services vers une meilleure équité puis une meilleure adéquation aussi des services aux besoins en tenant compte du genre, de la diversité sexuelle, des différentes orientations sexuelles et des identités de genre des personnes qui éprouvent des problèmes sur le plan de la consommation de substances ou des diverses autres dépendances. Peut-être un clin d'œil aussi pour dire que ce leadership engagé, pour moi, il a aussi effet de différents visages, notamment il y a déjà plus de 15 ans, quand moi-même j'ai fait ma thèse de doctorat sous la supervision de Louise Nadeau, qui était une grande inspiration aussi pour moi sur l'importance du genre. Donc, des récits de femmes qui, dans le cadre de cette thèse-là, se sont racontées, ont raconté leur parcours de rétablissement, ont pu témoigner d'expériences parfois traumatiques, des expériences particulières entourant de la stigmatisation, des femmes qui aussi ont démontré beaucoup de force et de résilience. Et donc, il y a ce souci de s'appuyer sur cette expertise de vécu pour contribuer à améliorer les choses. Donc, ce sont aussi ces récits-là que je porte dans cet engagement-là vis-à-vis de la chaire. Puis aussi un engagement à toutes les personnes de la diversité sexuelle et de genre, notamment avec, Georges a souligné que j'ai dirigé sa thèse de doctorat, mais j'ai aussi beaucoup de récits des personnes qu'il a rencontrées provenant de la diversité sexuelle et qui nous expliquent tous les enjeux liés à leurs besoins en termes de services, les enjeux entourant la stigmatisation, mais aussi, encore une fois, leur grande force de caractère à travers leur parcours de rétablissement. Alors, c'est un honneur pour moi de pouvoir vous présenter ce lancement, puis merci beaucoup d'être parmi nous. Merci beaucoup, Karine. Nous avons un programme très riche pour ce lancement. Il y aura tout d'abord la diffusion des 2 capsules préenregistrées, ce qui sera suivi d'une période d'échange avec vous. Et par la suite, nous passerons à une table ronde avec 3 invités qui seront présents sur le webinaire, sur Zoom, suivi d'une discussion et finalement une 3e capsule préenregistrée qui sera diffusée, suivie par une discussion et une 2e période d'échange avec nos invités de la table ronde. Avant de commencer, je voudrais partager quelques consignes pour faciliter le déroulement de l'activité.
Vous savez l'onglet questions et réponses, donc pour poser vos questions au fur et à mesure, nous pourrons y répondre à la fin de chacune des activités. Si jamais il n'est pas possible de répondre à toutes vos questions par manque de temps, nous essayerons d'y répondre par courriel dans les prochains jours. Et vous pouvez aussi utiliser l'onglet Converser pour envoyer des messages, que ce soit votre courriel ou autres informations qui ne sont pas nécessairement liées à des questions. Donc, on va passer aux premières 2 capsules. Donc dans la première capsule, Karine présente, l'AGID, donc la chaire des recherches sur le genre et l'intervention en dépendance, en compagnie de Jason Champagne, qui est l'utilisateur des connaissances principales et il est également le directeur des services en santé mentale et en dépendance du Centre intégré universitaire des santé et des services sociaux du centre-sud de l'île de Montréal et qui fait partie également de l'équipe de l'Institut universitaire sur les dépendances. La deuxième capsule aborde le genre, la diversité et les dépendances selon les regards croisés des experts concernés par la question, des partenaires du milieu de pratique et également des chercheurs et étudiants associés à l'AGID. Donc, sans plus tarder, regardons les 2 premières capsules vidéo. Tous nos milieux d'hébergement. Nos milieux d'hébergement qui sont souvent actuellement dans le réseau institutionnel, il y a une partie qui est beaucoup plus au niveau des populations vulnérables où on a des milieux strictement hommes, strictement femmes. Puis dans la période COVID, on a pu avoir des hébergements mixtes. Qu'est-ce qui les a aidés? Quelles sont les forces qu'elles ont mobilisées sur lesquelles on devrait tabler? Puis quelles sont la sensibilité qu'on devrait avoir à ces traumas-là? Comment est-ce que l'environnement pourrait être perçu plus sécuritaire quand ces femmes-là, notamment, se retrouvent dans des situations où il y a des refuges ou des ressources avec hébergement au niveau du traitement de la dépendance? Alors, à partir de l'expertise des personnes concernées elles-mêmes par l'usage de substances, on va chercher à tabler sur leurs forces, leur expérience, leurs solutions pour vraiment amener des changements concrets sur le plan des services spécialisés en dépendance et services de réduction des méfaits. Alors moi, j'ai beaucoup d'intérêt à aller forer puis nous questionner par rapport à l'organisation des services dans nos différents hébergements internes. Est-ce que ce sont des milieux qui ont été considérés sécuritaires pour les femmes qui ont dû transiter bien involontairement parce que c'est comme ça qu'on a décidé, c'est comme ça qu'on les a organisés. Nous n'avons pas consulté. Il y a plusieurs décisions qui ont été prises. Fait que pour moi, il y a un terreau fertile de réflexion, d'être inclusif avec ces femmes-là, d'aller les sonder, d'aller réfléchir avec elles au niveau de l'organisation des services. D'une part, quand on regarde les travaux scientifiques qui ont été menés dans le domaine des dépendances, on se rend compte qu'on s'est beaucoup attardé à des populations, à des échantillons qui étaient largement composés d'hommes cis, en fait, en présupposant que ça devrait s'appliquer, par exemple, à la réalité des femmes. En même temps, tant pour des raisons biologiques que psychosociales, l'expérience de l'usage de substances va différer quand on soit un homme ou une femme. La difficulté d'avoir une compréhension ajustée à la réalité et à l'expérience des femmes, c'est une des raisons pourquoi on doit mener davantage de travaux, mais on se rend compte aussi que sur le terrain, en termes de services offerts à la population, elles sont aussi plus invisibles. Elles sont très peu nombreuses dans les services de traitement, dans les services aussi de réduction des méfaits. J'ai pas des statistiques à jour, hein. Moi, je suis pas nécessairement dans les milieux de recherche, mais je dirais que si on a 20 à 30 de nos personnes qui sont des femmes qui viennent dans nos milieux de pratique, on est bon actuellement. On est bon, mais ce que je souhaite, moi, c'est qu'on puisse monter de beaucoup le pourcentage d'intervention qui est faite auprès de nos populations plus vulnérables. Donc, quand on parle de genre, c'est aussi la question de la diversité de genre, la diversité sexuelle aussi. Autant on a peu de travaux, mais on a quand même certains travaux qui sont menés auprès des femmes et que lorsqu'on regarde la question des dépendances chez les populations, notamment LGBTQ+,
On a encore moins de travaux, on comprend moins les phénomènes. On voit quand même que il y a des difficultés psychosociales puis des consommations, des ampleurs de consommation problématiques qui peuvent toucher davantage les groupes qui sont marginalisés, par exemple. Tous les enjeux de stigmatisation qui sont associés à l'usage de substances se cumulent bien souvent à d'autres dimensions liées, par exemple, au fait d'être d'une orientation sexuelle différente, ce qui fait que les obstacles pour avoir accès aux services ici aussi sont accentués. L'essentiel, c'est qu'on puisse, avec tous nos partenaires, se poser des questions, pouvoir adapter nos services et réfléchir ensemble et évidemment venir influencer les milieux de pratique. Donc, je suis très content aujourd'hui qu'on puisse promouvoir les travaux de la chaire avec tous nos partenaires, avec les milieux de pratique, avec les chercheurs. Pour avoir cet impact recherché avec la chaire, on a développé 3 axes de recherche, en fait. On a un premier axe de recherche qui est vraiment la compréhension de l'influence du sexe et du genre sur les trajectoires d'utilisation de substances psychoactives et les trajectoires de services. Les femmes, notamment, qui s'inscrivent dans un parcours au long cours, qui ont de multiples utilisations de services, comment est-ce que le genre va influencer leur expérience de consommation, puis comment on devrait adapter notre intervention. Ensuite, on se rappelle que détection, repérage, intervention précoce, on a beaucoup de questions à se poser sur nos modalités d'intervention pour rejoindre toutes nos clientèles cibles. On s'intéresse aussi à la question de la diversité sexuelle, par exemple. Comment est-ce que les jeunes qui sont en questionnement sur leur orientation, par exemple, peuvent se sentir confortables dans les services en milieu scolaire, dans les services, par exemple, en CLSC. Notre obligation à nous, et pour moi, c'est un besoin prioritaire, c'est comment on est bienveillant avec cette clientèle-là, comment on les accueille dans les hôpitaux, comment on les accueille dans nos CLSC, comment on les accueille dans nos différentes modalités. Et j'ai pas peur de le dire, on a vraiment des travaux importants à faire. Le deuxième axe, c'est vraiment de développer des guides de pratique, des outils et de les évaluer. On est vraiment dans une recherche interventionnelle qui vise à concrètement changer les choses en outillant aussi les milieux de pratique, puis en les incluant dans cette recherche et dans ce développement d'outils. Dans toute notre organisation de service, au niveau du rond-point, où on travaille beaucoup les aspects de parentalité, papa consommateur, maman consommateur, on a des projets comme ça qui sont novateurs, où on a adapté notre organisation de service. Donc, on va faire un mapping, en fait, pour aller voir dans toutes les régions du Québec comment est-ce qu'on est arrivé à développer des services adaptés aux besoins selon le genre et la diversité sexuelle et de genre. Donc, quelles sont les pratiques innovantes au Québec? Évidemment, le directeur santé mentale et dépendance, le travail que j'ai à faire, c'est ouvrir les milieux de pratique, c'est d'élargir les horizons de nos praticiens, c'est d'influencer aussi les milieux de pratique partout au niveau de la province. Et aussi, on collabore beaucoup les uns avec les autres. Donc, on a une vie scientifique très animée avec de nombreux doctorants qui mènent des projets de recherche interventionnelle et qui permettent de creuser, nous permettent d'aller plus loin tant en termes de compréhension qu'en termes d'impact, puisqu'ils vont développer aussi des produits de vulgarisation scientifique, écrire des chapitres parfois avec l'appui des experts concernés. Pour la chaire de recherche, ce qui est souhaité à travers cet outil-là, pour nous, c'est un véhicule, en fait, dans lequel on souhaite atteindre en mobilisant les partenaires de terrain, les personnes concernées qui ont une expertise de vécu, les professionnels qui sont sur le terrain, les chercheurs. On souhaite vraiment mobiliser un ensemble d'acteurs ensemble pour en arriver à transformer, en fait, les services. Libérer des espaces de réflexion, libérer des espaces pour pouvoir faire le transfert de connaissances et se donner comme objectif de mobiliser nos milieux, de transformer nos milieux, puis de ne pas avoir peur de dire que nos milieux sont peut-être mal adaptés au niveau de la diversité sexuelle,
au niveau de l'intervention puis de l'organisation des services pour les femmes? On a donc une veille scientifique qu'on va assurer, puis toutes les données émergentes, les données de la littérature les plus à jour vont toujours être rendues disponibles à la fois pour les gestionnaires, les praticiens, les chercheurs, pour inspirer aussi ces transformations de pratiques. On va combiner ça avec l'expertise qui vient du terrain. Alors, notre réflexion nous amène aussi à être en interaction avec des chercheurs à l'étranger qui ont des expertises spécifiques qu'on invite dans nos événements, nos étudiants. À la chaire aussi, on a l'opportunité de croiser des étudiants en France, en Belgique. Donc, il y a vraiment une vie scientifique fort pertinente qui nous amène des nouveaux questionnements, qui donne des idées pour des nouveaux projets de recherche. Comment on peut s'influencer mutuellement? Hein? Milieu de pratique, chercheurs, tous nos partenaires au niveau de la chaire. Bien, pour moi, il faut d'abord et avant tout sensibiliser nos milieux de pratique. On est tous des parties intéressées. Hein? C'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui au mois d'avril pour le lancement de la chaire. La communauté a beaucoup de difficultés à s'identifier. En utilisant les mêmes services, on va accepter des agressions et des micro-agressions perpétuelles parce que justement, il n'y a pas d'offre de service pour nous. Donc, on est obligé d'accepter l'inacceptable finalement. Et on voit qu'il y a une forte représentation des personnes LGBTQ, femmes, en situation de grande précarité, itinérance, donc les femmes qui vivent de la violence aussi. En fait, tous ces groupes-là ont malheureusement plus tendance à vivre la violence. Puis c'est juste trop compliqué pour les personnes trans de rentrer quelque part. Puis souvent, ils vont les picher d'un bord et de l'autre. Il y a d'autres éléments qu'on doit prendre en considération. OK? Le traitement en dépendance, comment qu'on va l'intégrer? Les traitements liés plus à la sexualité, comment qu'on va l'intégrer? Les traitements qui sont peut-être liés un petit peu plus à la santé mentale, comment qu'on va les intégrer? Les jeunes femmes en itinérance, notamment pendant la COVID, ce qu'on a vu, c'est qu'elles sont invisibilisées. On les trouve moins qu'avant dans les ressources d'hébergement, donc c'est assez inquiétant. On sait que les hommes font plus de demandes aussi en général à notre centre. D'autres, on a une clientèle mixte et on a seulement un étage de femmes pour 3 étages où on accueille des hommes. S'il y a une chaire, en fait, c'est parce qu'il y a tellement de connaissances à développer, à créer. Il y a aussi encore beaucoup d'ignorance de notre part, de la part de toutes les personnes qui mettent en place des services en dépendance. Le genre et la diversité sexuelle, on la voit, mais on ne sait pas trop comment l'adresser. J'ai été à plusieurs centres de thérapie dans ma vie, puis on n'a jamais comme abordé la sexualité dans aucun des centres de thérapie. Puis s'il aborde la sexualité, c'est comme, OK, mettre un condom pour pas que tu tombes enceinte. Je trouve ça encore pénible, même maintenant, en continuant d'utiliser les services, de me faire demander quel est mon genre à chaque fois ou quelle est
si je suis un homme ou une femme, je trouve que c'est des choses qu'on ne devrait juste pas demander, ou si on le fait, il devrait avoir une bonne marche à suivre. Donc, comment on peut adresser quand vient-on aussi de procéder à l'évaluation, à l'intervention, comment on peut s'assurer de ne pas faire des microagressions sans le vouloir, comment entrer en contact d'une façon respectueuse. C'est un article qui parle de l'inclusion des pairs dans les recherches. Pourquoi c'est important qu'on soit inclus dans les recherches. Quand même, rapidement, il est en mesure de sentir qu'il y avait un souci de partage d'expertise avec des échanges sur des questions. Je crois que ces recherches-là aussi vont vraiment aller vers les personnes pour qu'eux nous disent qu'est-ce qu'il leur faut comme service adapté aussi. À ma connaissance, tous les projets que la chaire mène ont un volet participatif. Et je trouve ça vraiment cool qu'ils donnent la chance des pairs de faire les entrevues eux-mêmes. Je me suis sentie aussi plus incluse parce que mon pronom est elle et la recherche m'a aidé à être plus incluse, ma chercheure aussi. Donc, avec Myriam Brouilleux, on avait été ciblé comme un milieu pour recruter des personnes pour répondre à vos questionnaires. Et nous, on avait trouvé ça super intéressant d'avoir été ciblé comme milieu. Je pense que c'est vraiment au cœur aussi des projets de recherche là, de Karine, l'implication et la collaboration d'un groupe qui est consulté et on sent beaucoup d'ouverture de sa part et celle de son équipe aussi à recevoir nos commentaires, notre expertise. Que s'il y a quelqu'un de trans qui souhaiterait comme avoir un refuge pour la nuit, ils ont de la misère, ils ne savent pas où le mettre parce que tout est classé par genre. Identifier les vulnérabilités de ces populations, par exemple, et voir aussi tout l'écosystème qui les entoure. Donc, tout ça, ça a une influence. Et c'est là que je vois vraiment dans les objectifs des recherches. Cette recherche-là aussi met l'importance sur le maillage entre les organismes communautaires et le réseau de la santé. En fait, et ça, c'est une force, une grande force. Et aussi les gens, justement, qui sont concernés. À cause de la stigmatisation, à cause des jugements des humains qui sont derrière les médecins, infirmières, les gens qui vont nous soigner, je ne voulais juste pas aller à l'hôpital et j'attendais toujours l'extrême. Moi, je pense qu'au niveau des services, faut vraiment plus les adapter pour les femmes, les personnes autochtones aussi, les personnes LGBTQ. Un des besoins importants à laquelle la chaire pourrait répondre, en fait, ce serait précisément de nous outiller dans les meilleures pratiques. Je pense qu'il y a ce sentiment-là qui nous unit, d'humilité, mais aussi de conviction profonde pour une transformation sociale, pour améliorer finalement ces fameux services-là. Je me suis découvert revendicatrice aussi pour le droit à la dignité des gens à l'itinérance, toujours en lien avec la recherche, avec ma chercheure. Donc, la recherche que je fais en lien avec Caroline, moi, je suis co-chercheur. La recherche, c'est sur pourquoi les itinérants de la ville de Montréal, de la grande région du Montréal, n'utilisent pas les services. Je pense que le guide dont je faisais référence, que la chaire veut développer, va vraiment pouvoir changer des pratiques et des politiques. On est un groupe de chercheurs avec des expertises, des savoirs qui sont extrêmement différents. Et ça prend quand même un certain leadership. Puis on est bien content que justement cette chaire-là soit mise sur pied parce que, écoutez, on se rend bien compte qu'on a de nombreuses questions. Et ce que j'aime aussi dans la chaire, en fait, c'est que réellement, il y a des outils concrets qui sont développés, des guides de pratique, des lignes directrices pour pouvoir appuyer le milieu de l'intervention, mais aussi pour pouvoir inspirer peut-être le milieu de la recherche.
ça me réconforte de savoir si je vais en ressource, qu'il y a du monde comme moi, en étant quelqu'un dans LGBTQ+, puis non-binaire aussi. Puis, sur un plan macro, la chaire amène à une réflexion où est-ce que, ben, on a différents services. Comment on est capable de combiner ces différentes connaissances-là pour être capable d'avoir un traitement qui est intégré à... Donc, ça va être vraiment d'explorer les spécificités par rapport à chacun des sous-groupes de la diversité, puis d'aller pouvoir faire des pistes de recommandations qui sont un peu généralisables tout en gardant en tête le contexte spécifique de chaque sous-groupe. La chaire va pouvoir permettre de mieux comprendre comment le genre et les stades de vie influencent la dépendance, leur dépendance. Donc ça pousse plus loin que ce qui existe actuellement en termes de pratique. Alors, j'espère que vous avez apprécié ces 2 premières capsules. Je profite cette occasion pour souhaiter la bienvenue à différentes personnes qui nous rejoignent d'un peu partout dans le monde. On a vu sur le chat quelqu'un qui nous suit, qui nous accompagne depuis le Burundi. Alors, bienvenue et bienvenue à tout le monde qui se joint à nous en ces webinaires. Nous avons une question donc dans l'onglet questions et réponses de Gilbert qui nous dit félicitations, belle initiative. À ton avis, s'agit d'accueillir aussi des personnes vie spirituelle et trans au sein des recherches menées par la chaire? Oui, merci Georges de cette question-là. C'est une excellente question. C'est effectivement un des angles qu'on souhaite, qu'on est en train d'amorcer. En fait, on a actuellement un projet de recherche qui s'appelle Gender Art, qui réunit d'ailleurs Marie-Geoffrey Roustide et André Lemaître, qui sont associés à la chaire pour la France et la Belgique, où est-ce qu'on va vraiment aborder la question de l'identité de genre, puis plus spécifiquement des questions trans. On a amorcé des partenariats, entre autres avec Cactus, et puis on a des entrevues qui sont menées pour vraiment comprendre l'expérience qui est vécue spécifique pour les personnes trans, en lien avec leur expérience dans les services et puis leur consommation, pour vraiment pouvoir tirer un peu des leçons puis avoir leurs recommandations sur comment on peut rendre les services plus sécuritaires, notamment. On a aussi Julie-Christine Coton, que vous avez vu dans la capsule, qui est associée, qui est nouvellement professeure ici dans notre équipe en toxicomanie, qui travaille déjà avec des organismes en Estrie, qui s'intéressent à ces questions-là plus largement, entre autres sur les enjeux d'accès à des services de santé pour les personnes trans. Donc, on est vraiment à mobiliser les différents partenaires intéressés sur ces questions-là, puis à la fois dans des projets qui sont en cours et des futurs projets. Donc, c'est définitivement un élément qu'on veut développer. Merci beaucoup, Karine. Il n'y a pas encore d'autres questions sur l'onglet questions et réponses. Nous pouvons donc passer peut-être à la table ronde tout de suite. On pourra peut-être par la suite reprendre d'autres questions et peut-être que aussi la discussion qui suivra motivera d'autres questions. Donc, on va passer à la table ronde et je vous présente les 3 invités de la table ronde. Donc, le premier est Alexandre Dumont-Blé, qui est co-directeur général à Réseau, un organisme qui offre des services et programmes à des hommes gays et bisexuels, cis et trans depuis plus de 30 ans à Montréal, qui compte un volet recherche communautaire et un programme aussi travail du sexe pour les hommes et les personnes trans. Alexandre s'identifie comme un homme gay et cis et également impliqué dans le milieu communautaire à Montréal depuis bientôt 10 ans. Marie-Geoffrey
Tid est également membre de ce panel. Elle est sociologue et chargée de recherche à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, INSERM, à Paris. Elle conduit un programme de recherche en sciences sociales sur les politiques de réduction des risques en France, en Europe et en Amérique du Nord. Et elle est également coordonnatrice du programme D3S, Sciences sociales, drogue et société de l'École des hautes études en sciences sociales. Ces recherches s'attachent à étudier les pratiques sociales des usagers et les réponses publiques mises en œuvre. Ces thématiques des recherches portent notamment sur le genre et les drogues, l'évaluation des salles de consommation à moindre risque et l'analyse des politiques sur les drogues. Chercheur associé à l'AGID, elle est aussi chercheur principal des Gender Arp, le projet dont Karine a parlé il y a quelques minutes, pour la France, projet de recherche internationale qui est également dirigé donc par Karine Bertrand au Canada et André Lemaître en Belgique. Et la troisième panéliste est Caroline Leblanc, qui est étudiante au doctorat en santé communautaire et toxicomanie à l'Université de Sherbrooke. Caroline est boursière de la Fondation Pierre-Elliott Trudeau, ainsi que de la bourse d'études supérieures Vanier, et une expérience de vie liée à l'itinérance. Ces intérêts de recherche s'orientent vers les personnes qui sont souvent réduites au silence et mises à l'écart dans notre société. Selon Caroline, nous devons valoriser leurs engagements au cœur de nos projets, autant scientifiques que pédagogiques. À ses yeux, leur savoir doit être considéré équitablement aux autres dans la production des connaissances. Donc, je vais passer la parole à Karine qui animera cette table ronde avec nos trois invités. Merci beaucoup, Georges. Alors, merci mes trois invités. Vous voyez que je suis bien entourée. Donc, vous avez accepté de discuter ensemble. Alors, on peut imaginer la table ronde en regardant le tour d'écran. J'ai envie, dans le fond, de lancer la conversation d'abord à partir d'une première question. À partir de vos observations que vous avez pu réaliser avec vos différents chapeaux, quant à l'influence du genre puis de la diversité sur les expériences de consommation de substances psychoactives, sur les expériences de service, par exemple, qu'est-ce que vous avez pu identifier comme défi concernant l'accès à des services adaptés pour les personnes en considérant cette question de genre et d'orientation sexuelle, identité de genre? Donc, peut-être, Marie, si tu souhaites amorcer cette réflexion-là, je sais que tu as travaillé beaucoup auprès, notamment de la question des femmes et la consommation de crack. Et sous différents angles, tu as pu aborder dans tes travaux l'expérience de vie de femmes qui consomment des substances. Alors, que dirais-tu au sujet de cette question? Merci beaucoup, Karine. Déjà, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis vraiment ravie d'être là ce soir en France, puisque chez nous, c'est le soir. Donc, pour introduire, donc, à participer au lancement de la chaire de ma collègue et amie Karine Bertrand. Donc, voilà, Karine, comme l'a dit Auré, est quelqu'un que moi aussi j'admire beaucoup, enfin, à la fois dans la manière dont elle mène ses recherches, mais aussi dans son sens du collectif et dans son humanité. Donc, en fait, vraiment, merci beaucoup, Karine, de m'avoir invitée ce soir. Donc oui, dans le cadre de mon expérience de recherche, moi, j'ai donc beaucoup travaillé sur la question du genre, et en particulier donc, sur la question des femmes usagères de drogue. Et je me suis intéressée plutôt aux femmes usagères de drogue qui vivent en situation de précarité sociale, ce qui amène à avoir un prisme particulier sur cette question-là. Donc, dans les travaux que j'ai pu mener à la fois donc, auprès de femmes usagères de crack, mais également chez des femmes héroïnomanes et injectrices, en fait, ce qui m'a beaucoup marqué dans les trajectoires de vie qu'elles ont pu me livrer, c'est d'abord l'importance des traumatismes de vie, donc à tous les âges de la vie, qui étaient beaucoup plus marqués que chez les hommes, en particulier en termes de violences sexuelles, à la fois vis-à-vis d'elles-mêmes, mais également vis-à-vis des figures féminines qui pouvaient les entourer. Et donc c'est l'ensemble de ces traumatismes que ces femmes avaient pu vivre faisait que le rapport au service pouvait être parfois compliqué pour elles parce qu'elles avaient besoin d'être dans des espaces protecteurs et en particulier des espaces non mixtes. Et donc, c'est la raison pour laquelle, à partir de ce constat de recherche et puis à partir des observations qui étaient menées également par les intervenants, il y a eu le développement en France et en particulier à Paris dans un premier temps d'espaces non mixtes où les femmes pouvaient avoir des espaces avec une libre parole sur ces questions-là. Le deuxième élément
moi, qui m'a beaucoup marqué dans mes recherches sur cette question de genre et drogue, c'est la question des rapports de domination, en particulier entre hommes et femmes, en particulier sur la question du partage du matériel d'injection. Donc, en fait, on voit que les normes de genre sont très importantes dans le cadre des séquences de consommation. Et donc, dans les travaux à la fois en santé publique et en sociologie que j'avais pu mener au début des années 2000, j'avais mis en évidence en fait que le risque relationnel, c'est-à-dire le fait de perdre la relation, était parfois considéré comme plus important pour certaines femmes que le risque infectieux, c'est-à-dire le fait d'être contaminé par le VIH ou par les hépatites lors du partage de seringues. Et c'est la raison pour laquelle certaines acceptaient systématiquement de passer en dernier, c'est-à-dire après leur conjoint, parce que c'était lui qui décidait de la temporalité de l'injection, parce que c'était lui qui généralement allait acheter le produit, même si c'était les femmes généralement dans le couple qui se procuraient l'argent pour que ce produit puisse être consommé à deux. Et donc en fait sur cette question de voilà, qui est en lien également avec les traumatismes, d'une hiérarchisation des risques profane, qui vient totalement interroger le regard scientifique qu'on peut avoir sur ces questions-là, qui faisait que dans les entretiens, nombreuses étaient les femmes en fait qui me disaient qu'elles préféraient accepter de partager le matériel et de prendre des risques sans dire qu'elles n'avaient pas envie de le faire, par crainte de perdre la confiance que leur conjoint pouvait avoir vis-à-vis d'elles. Et donc, voilà, ce risque de perdre la relation était perçu comme quelque chose de plus important pour elle que le risque d'être contaminé par le VIH ou par l'hépatite C. Et donc, ce deuxième constat de recherche m'a amené vraiment à faire comme recommandation la nécessité, en fait, de développer à l'intérieur des services des programmes d'empowerment des femmes usagères de drogue pour qu'elles puissent reprendre le pouvoir sur leur vie et être en capacité donc de pouvoir négocier avec leur conjoint et donc affirmer également le fait qu'elles souhaitaient pouvoir utiliser du matériel stérile injecté avec leur propre matériel et ne pas être obligées de partager le matériel parce que le conjoint pouvait utiliser l'argument de la confiance. Donc, comme il y a une confiance entre nous, donc on doit tout partager. Donc ça, c'est peut-être un des éléments, un deuxième élément. Et donc, en fait, à partir de ces travaux que j'ai pu mener, en fait, je voulais mettre en évidence en fait que les différences entre les hommes et les femmes en matière d'usage de drogue, elles ne doivent pas être pensées sous l'angle des différences biologiques, sous l'angle naturaliste, mais vraiment sous l'angle sociologique, pour montrer que les différences sexuées, en fait, elles sont avant tout liées à la production de normes et à des constructions culturelles, en fait, qui vont façonner les identités féminines et masculines face à ce qui est le comportement en fait conforme attendu en matière d'usage de drogue. Et d'ailleurs sur ces questions-là, même si moi j'ai beaucoup travaillé sur les femmes usagères de drogue en situation de précarité sociale, j'ai des collègues français à l'Observatoire français des drogues et les toxicomanies, en particulier François Beck, qui a mené des travaux très intéressants sur les femmes usagères de drogue ou d'alcool insérées et qui mettait en évidence que les femmes cadres consommer par exemple beaucoup plus d'alcool ou de tabac que les femmes issues de milieux populaires parce qu'elles arrivaient plus facilement à transgresser en fait ces normes de genre et que ça avait comme conséquence également une augmentation des cancers de poumon chez les femmes françaises. Et donc, en fait, lui mettait en évidence que voilà, c'était important également, et ça, j'y crois beaucoup, et d'ailleurs, on le fait dans le cadre de notre projet Gender, d'avoir une approche intersectionnelle qui prenne en compte non seulement la question du genre, mais également la question des classes sociales, et puis, quand c'est possible, également la question de l'ethnicité. Voilà, donc peut-être pour terminer, une petite ouverture sur la question des travaux qu'on mène actuellement dans le cadre de Gender, donc avec toi, Karine, et puis également avec André Lemaître. Donc moi, j'ai été amenée également à changer mon regard sur ces questions-là ces dernières années grâce à Gender, puisque dans le cadre de Gender, j'ai eu l'opportunité de travailler dans le cadre d'une recherche d'une démarche participative avec un groupe de femmes au Tipeee à Marseille
avec Sophie Kondopoulos et puis d'autres femmes qui participent à ce groupe, et qui est vraiment un groupe fondé sur l'empowerment, et où là, en fait, ce qu'on essaye de travailler avec le groupe et de montrer dans le cadre de la recherche, c'est que voilà, sur la question du genre, il y a également la question des ressources, des capacités et de toutes les compétences que les femmes peuvent mettre en œuvre pour reprendre le pouvoir, et dénoncer également la toxicophobie, hein, dont les femmes peuvent être encore plus l'objet que les hommes, et puis essayer de mettre en œuvre voilà, des groupes d'empowerment collectif, pour que, à la fois à titre individuel et au niveau du groupe, le regard sur les femmes usagères de drogue puisse changer et leur accès aux services soit amélioré. Merci beaucoup, Marie. Donc, ça met bien en évidence cet exposé-là, toute la diversité des expériences qui peut être vécue relativement au genre, l'importance de s'y attarder et tenir compte aussi avec cette notion d'intersectionnalité, de comment ça peut se croiser avec des éléments comme, par exemple, la question de la classe sociale. Je pense que Caroline, justement, sur la question de l'itinérance, qui est un sujet qui te tient bien à cœur, je pense que tu as pu réfléchir à cette question d'usage de substances en lien avec le genre, mais aussi en lien avec des différentes dimensions, dont l'itinérance. Marie parlait d'enjeux de stigmatisation, mais aussi des forces et des capacités spécifiques aux femmes. Donc, j'aimerais t'entendre peut-être un peu sur comment ça peut t'inspirer, puis toi, tes observations aussi sur ce plan-là. Bon, mais tout d'abord, merci. Bonjour à tous. Nous, c'est le jour ici, donc c'est encore bonjour, Marie. Donc, je vous remercie beaucoup là, pour cette invitation-là. Là. C'est un grand privilège là, d'être ici. C'est sûr que mes intérêts de recherche portent vraiment davantage sur les raisons, mais aussi les capacités que les personnes en situation d'itinérance vont avoir pour vivre dans la rue. Donc, la manière qu'ils vont pouvoir être et exister dans un tel contexte. Toute la notion de choix, la liberté de choix et la justice sociale sont au cœur de mes réflexions. Donc, c'est certain que la disparité entre les identités de genre, pour moi, c'est un incontournable parce que c'est un aspect qui est préoccupant dans le milieu de l'itinérance et peuvent avoir des impacts vraiment importants sur les conditions de vie et les conditions de santé des personnes qui y vivent. Les hommes, les femmes et les personnes issues des communautés LGBT Two-Spirit Plus peuvent vivre la rue vraiment de façon différente. Leur stratégie et puis les possibilités qui vont s'offrir à eux peuvent être différentes. Donc, ça va venir influencer leurs conditions. Donc, à la base, il faut vraiment comprendre que, puis ça, c'est en général, les personnes qui ont le plus de besoins sont souvent les moins bien desservies, malheureusement, dans le système de la santé. Alors, ma recherche m'amène à mieux comprendre pourquoi, puis pour mieux adapter ensuite. Donc, les enjeux qui sont liés au genre nous amènent à dire aussi que les femmes et les personnes non-binaires et les personnes transgenres peuvent vivre plus de difficultés dans la rue parce que les services ne sont pas nécessairement adaptés. Et donc, si on ajoute la notion de dépendance par-dessus ça, ben, ça fait en sorte que leurs possibilités deviennent plus limitées. Donc, quand on prend l'exemple en itinérance, les femmes vont avoir plus tendance à avoir recours au refuge, mais de façon paradoxale, ils ont moins accès parce que, justement, les lits sont moins disponibles et ça, c'est encore plus probable en période hivernale. Donc, eux, ils cherchent à éviter la rue et fréquenter les refuges, mais on voit déjà qu'il y a une égalité au niveau de la disponibilité. Donc, ils se retrouvent à vivre davantage dans les mesures d'urgence ou ce qui est pour la plupart mixte et ils vont chercher à les éviter parce que justement, ils vont avoir certains traumas qui peuvent être liés avec la violence. Donc, ils vont souhaiter éviter ces mesures-là, donc ils vont être doublement exclus. Donc, c'est vraiment un enjeu majeur parce que ces personnes-là qui cherchent à éviter la rue vont davantage être exposées à y vivre, avec les conséquences que ça va avoir. Donc, l'approche des traumas, je pense que Marie l'a bien soulevé, est trop souvent négligée dans les refuges et devrait être davantage considérée étant donné tant pour les hommes que les femmes, que les personnes transgenres et non-binaires.
Donc, pour moi, l'ensemble des possibilités est important à considérer. Donc, en résumé, le niveau de sécurité est vraiment un enjeu majeur au niveau des hébergements. Je parle des hébergements parce que c'est vraiment mon sujet d'intérêt. La violence psychologique, physique, mais aussi sexuelle est parmi les raisons qui vont amener les personnes à ne pas avoir recours au refuge. Tandis que d'autres vont vivre de la discrimination qui vont les exclure des ressources telles que les personnes non-binaires et transgenres parce qu'ils se voient refuser l'accès à cause de leur identité de genre qui n'est pas toujours conforme aux attentes du refuge. Donc, elles doivent donc souvent se positionner dans une position de défense de droit dans un contexte où elles ne devraient pas avoir à se battre pour avoir accès à des services. Donc, pour moi, c'est vraiment important d'aller davantage comprendre ces enjeux-là pour mieux adapter les ressources. Donc, d'un côté, il y a des personnes qui vont se voir refuser l'accès, donc ils vont vivre davantage dans la rue avec les conséquences et les risques que ça engendre. De l'autre côté, les personnes qui veulent accéder au refuge vont être confrontées à un niveau de sécurité parfois plus dangereux que la rue. Alors, vous voyez qu'il y a quand même une double vision par rapport à ça et les inégalités, en fait, les inégalités liées au genre est vraiment un enjeu central et majeur. D'ailleurs, la prévalence au niveau de la mortalité parle de la situation. On parle entre 3 à 4 fois. Les personnes qui vivent sans avoir recours au refuge sont exposées à 3 à 4 fois plus à une mort prématurée que ceux qui sont en refuge. Puis, ils sont exposés à 10 à 15 fois plus que la population générale. Ce que la littérature nous soulève, c'est que les femmes ont un taux ont une prévalence plus élevée, plus à risque de mourir prématurément et les personnes qui sont transgenres sont légèrement plus à risque que les femmes. Alors, on voit l'importance de pencher nos travaux de recherche sur cette question-là parce que c'est encore très préoccupant aujourd'hui, même si on évolue, il y a encore des ressources qui ne sont pas adaptées et on doit absolument arriver à avoir une meilleure adaptation de nos services pour assurer la dignité et la sécurité des personnes. Par-dessus tout ça, l'iniquité au niveau du genre est préoccupant, mais si on l'associe à l'orientation sexuelle, si on l'associe à d'autres mesures, à d'autres oppressions que les gens vivent, telles que, mettons, l'âge, il y a la race, l'ethnicité, le statut social, bien, ça vient encore plus complexifier leurs possibilités et les confronter à des discriminations importantes qui peuvent avoir une influence vraiment sur leurs conditions de vie. Il y a l'accès d'un côté, mais il y a une personne en situation d'itinérance qui m'a dit à un moment donné, c'est pas ce qui peut être problématique, c'est pas toujours l'accès, mais c'est la façon dont on est traité à l'intérieur par les intervenants. Donc ça, pour moi, ça m'a parlé quand cette personne-là m'a nommé ça. C'est oui, on considère l'accès, mais il y a aussi tout ce qui se passe à l'interne, comment on accueille ces gens-là, comment on les perçoit, comment nous, on amène nos préjugés sur ces personnes-là. Tu sais. Puis ce qu'il me disait, c'est qu'il y a des intervenants qui ne sont pas adaptés à travailler avec des phénomènes qui sont complexes, puis ils sont portés à juger. Donc ça a un grand impact sur ces personnes-là et ça les rend invisibles et non considérés dans leur situation. Alors, il faut davantage essayer de comprendre, à savoir si on offre un toit, est-ce qu'on offre un milieu qui peut être aidant puis adapté aux réels besoins selon l'identité du genre? Pour moi, c'est vraiment la question qu'on doit se poser, puis c'est avec mes réflexions que j'en suis venue à là aussi. Mais je pense qu'il reste encore beaucoup de chemin à faire
Et donc, c'est pour cette raison-là que je pense que la chaire va nous amener cette possibilité-là de creuser davantage les inégalités qui peut être liées au genre et ainsi permettre une meilleure dignité et une sécurité. Alors, voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Caroline, pour cet exposé qui met vraiment en évidence, qui illustre concrètement ce que ça veut dire prendre en compte le genre, la diversité sexuelle dans notre réflexion. À la fois, ça fait écho aux enjeux de trauma, de sécurité, puis tu amènes beaucoup aussi les enjeux qui sont liés à notre organisation de soins, à notre société et qui nous remet en question aussi, qui amène une responsabilité sociale aussi dans ce travail pour une meilleure équité. Alors, merci beaucoup. Et toute cette question aussi du fait du cumul de stigmas qui peut se passer, même en expérience d'utilisation de services. Je pense qu'Alexandre, sur la question de la diversité sexuelle et de genre, toute la question de la santé aussi des hommes gays, bisexuels, autres hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, tu as pu faire toi aussi certains constats sur ces enjeux-là, notamment de sécurité, mais d'autres constats aussi. Peut-être que tu peux nous en parler un peu. Tout à fait. Oui, merci. Et je veux juste nommer que plusieurs propos de mes collègues, ça fait écho à ce qu'on observe sur le terrain. Donc, travaillant dans un organisme communautaire, je vais beaucoup axer sur ce qu'on observe sur le terrain, ce qu'on observe, mais aussi ce qu'on souhaite, ce pourquoi on milite, toujours une petite fibre revendicatrice à travers nos échanges. Et je remercie donc le comité organisateur de la chaire d'avoir invité Réseau à ce petit talk show du midi. C'est très apprécié d'en faire partie. Comme Jorge le mentionnait en entrée de table, donc Réseau, c'est un organisme communautaire. On fête nos 30 ans cette année, en 2021. On a développé différents services et programmes en lien avec la santé globale, donc non pas seulement sexuelle, mais physique, mentale et sociale. Donc, notamment un programme de travail du sexe masculin et trans, des ateliers de groupe, des campagnes sur le consentement et la violence entre hommes, et très récemment, un nouveau programme d'intervention sur le chemsex PNP ou Party and Play qui est en développement en ce moment même, et bien sûr, un grand volet recherche communautaire dont le projet monbuzz.ca ou en anglais mybuzz.ca, la bannière derrière moi n'est pas là par hasard. Je vais vous envoyer dans le chat les liens de l'organisme et de Monbuzz si vous voulez consulter plus tard. Donc, juste pour parler un peu de Monbuzz, c'est un projet de recherche à la base, donc avec Karine Bertrand, Jorge Flores, Aranda, Mathieu Goyette, plusieurs autres personnes chercheurs. C'est une plateforme web sur laquelle on peut faire le point sur sa conso et comprendre les liens entre la sexualité et avoir de l'intervention en ligne directement. Donc, pour arriver plus à la question, ça fait plusieurs années à Réseau qu'on travaille dans différents projets en lien avec la consommation. On dit souvent de substances psychoactives, mais je veux toujours ajouter alcool, parler d'alcool et de drogue. C'est une substance qui est beaucoup consommée par nos communautés et je pense par plusieurs personnes aussi. Donc, à travers différents projets, en fait, ça fait plus de 10 ans qu'on entend parler de Party and Play, de chemsex sur les applications mobiles de rencontres. Ça devient des catégories utilisées régulièrement. Donc, on recherche des rencontres pour faire du Party and Play, pour consommer. Et on observe à travers ça donc des réalités, des comportements, des appréhensions, des dynamiques très spécifiques liées à sa diversité sexuelle et de genre. Comme organisme qui œuvre auprès des hommes LGBT, on doit reconnaître une culture de consommation qui est sexualisée chez les hommes de nos communautés, qui est unique. Pourquoi? C'est que cette culture fait écho à un certain historique de marginalisation, le stress minoritaire ou traduction littérale de minority stress, et à un taux historiquement élevé aussi de VIH et de TSS. Donc, je dois rappeler que 5 nouveaux cas de VIH sur 10 sont encore au Québec chez les hommes LGBT. Comme ça a été dit plus tôt, il y a un manque d'accès à des ressources en santé mentale qui acceptent, intègrent et comprend la diversité sexuelle, mais pas juste de comprendre en termes de mots, mais de comprendre comment ça s'opère dans les différentes sphères de vie de ces personnes, de nos communautés. Il y a un caractère social, le rapport au social qui est très différent, ce qui engendre donc des besoins de prévention, de soutien, de traitement qui sont uniques et différents.
Et à réseau, d'ailleurs, avec un programme, notre programme ARC, ARCS, on essaie de répondre à ce manque de services adaptés en choisissant des personnes professionnelles qui ont les capacités d'intégrer et de travailler avec ces différentes spécificités. Souvent, les hommes LGBT, je me plais à dire, ils ont 2 personnes médecins, un pour leurs affaires médicales régulières et un autre pour leurs histoires sexuelles. Leur pratique n'est pas toujours dévoilée, et ça pour plusieurs raisons, dont la non-adaptation du service, la crainte de ne pas être compris, de ne pas avoir un service complet qui est arrimé à nos réalités. Un screening pour un dépistage, si on ne dit pas tout ce qu'on a fait dans notre activité sexuelle, on peut passer à côté du dépistage qu'on a vraiment besoin. On ne va pas dépister ce qu'on devrait dépister. Et on perd une opportunité à ce moment-là quand on a la personne dans notre bureau pour offrir le meilleur service à cette personne. En cas de dépendance ou de problème de conso, on fait quoi? Le système public, le système de santé, là, je dis en général, tente de s'améliorer, il faut le reconnaître, mais il y a une visée souvent populationnelle qui renvoie au second plan les besoins spécifiques, et pas juste pour les hommes LGBT, pour toutes les communautés marginalisées dont on a fait écho plus tôt avant moi. Dans certains centres de désintox, par exemple, on prône l'abstinence sexuelle. Alors, qu'est-ce qu'on dit à un homme gay pour qui la sexualité et la conso, c'est lié depuis des années? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Avec la chaire, je crois qu'on peut collectivement relever ces défis pour envoyer des messages clairs aux autorités. Et je termine avec la question suivante. Pourquoi cette culture spécifique? On va souvent nous demander ça, surtout des journalistes. On ne peut pas résumer tout ça en quelques minutes. Il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs visions, parce que c'est plusieurs vies de différentes personnes aussi. Tout ne se vit pas de la même façon. Chose certaine, le rôle stéréotypé que la société accorde à l'homme, celui d'être fort, d'être un vrai gars, hein, un vrai homme, d'être confiant, d'être masculin, c'est des éléments qui font que souvent, pas tout le temps, mais un homme LGBT peut intérioriser ce rôle et tenter d'y répondre au détriment de sa santé mentale. Donc, la conso peut devenir une échappatoire vers l'expression de sa fierté, de sa vraie nature. La conso est aussi, dans les communautés, une façon de socialiser, de faire connexion avec d'autres hommes, un moyen d'être soi-même, alors que pendant longtemps, ou encore aujourd'hui, on lutte contre la stigmatisation envers son orientation sexuelle ou son genre, où on a caché par choix, obligation, pour plusieurs raisons, qui on est vraiment. Donc, à mon sens, il y a une réflexion à approfondir. Est-ce que c'est au système de santé en général à développer des ressources adaptées ou à des organismes communautaires ancrés dans les communautés d'avoir la capacité de le faire? Par exemple, un centre d'hébergement, comme ça a été nommé plus tôt pour les personnes LGBTQ+, aux prises avec des dynamiques de dépendance, avec un aspect par épaule très fort dans toutes les sphères du service. Je pense que c'est une grosse question que la chaire pourra s'attarder dans les prochains mois et prochaines années. Voilà, merci. Merci beaucoup, Alexandre. Je pense que c'est des excellentes questions que tu poses. Hein? Puis ça réfère aussi à la question du croisement des expertises. Est-ce que, et de prendre en compte les expertises des milieux de proximité comme un réseau qui a une connaissance fine et importante du vécu des personnes, notamment des hommes LGBT, et puis comment est-ce qu'on peut s'assurer que quand on offre des services sur le plan des substances, par exemple, que cette expertise-là des besoins, des conditions sociales, du contexte social dans lequel ils évoluent soient vraiment réellement pris en compte. Donc, un des éléments que tu soulèves, c'est de développer cette expertise-là au sein même des milieux communautaires qui rejoignent déjà ces personnes-là comme étant des avenues. Je constate, je vois que Georges, je crois qu'il y avait quelques réactions. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous pouvez lever la main, en fait. On peut vous donner la parole à cette étape-ci, prendre quelques questions. On peut aussi prendre vos questions dans les chats, soit en lien avec la question d'Alexandre, comment doit-on s'y prendre finalement, ou globalement sur les différents sujets abordés. Je te laisse la parole, Georges, pour voir s'il y a des éléments que tu voulais soulever en lien avec le chat ou les questions-réponses. Oui, sur le chat, il y a beaucoup de félicitations et des commentaires félicitant l'équipe. Donc, je transmets à l'équipe pour l'organisation de ce lancement. Et il y a une question sur le chat qui concerne surtout le partage de matériel de consommation en Europe. Donc, Eddie et Michel Minani qui demande surtout à Marie quelle est la situation du partage de matériel actuellement en Europe?
Alors, c'est une question intéressante puisqu'en fait, la réponse va être un peu contre-intuitive. Donc, en France, on fait partie des pays qui sont très largement dotés en matière d'accès à la réduction des risques, alors en particulier en matière d'accès au traitement de substitution aux opiacés. Mais par contre, on a un problème avec l'accès aux seringues. Et en fait, dans une enquête que je mène avec mon équipe qui s'appelle l'enquête Coquelicot, qu'on mène à peu près tous les 7 ans, lors de la dernière enquête, alors qui est un petit peu ancienne maintenant, mais qu'on va renouveler prochainement, mais qui a le mérite en fait d'être représentative de la population des usagers qui fréquentent les services, on avait mis en évidence qu'un tiers des usagers de drogue qui fréquentaient les services de réduction des risques avaient des difficultés pour accéder aux seringues. Et on a mis en évidence qu'entre l'édition qu'on avait réalisée en 2004 entre 2004 et 2006 et l'édition qu'on avait réalisée entre 2011 et 2013, on avait eu un doublement du partage de la seringue. C'est-à-dire que les pratiques à risque avaient été multipliées par 2, alors que les acteurs de terrain avaient l'impression qu'il y avait une amélioration quand même de la situation en termes d'accès aux seringues. Et parmi les facteurs qui étaient associés donc au partage de la seringue, il y avait la précarité sociale. Donc, en fait, voilà, le fait de vivre dans dans une situation de précarité sociale importante. Et il y avait également la question du genre. Donc, ça renvoie voilà, complètement à ce que je disais au début sur l'approche intersectionnelle qui doit prendre en compte non seulement le genre, mais également la question de la classe sociale. Et donc, en fait, voilà, ces 2 éléments étaient des facteurs explicatifs de cette augmentation des prises de risque. Et donc, on va réactualiser l'enquête très prochainement avec des données également sur l'ethnicité. Merci beaucoup, Marie. On a le temps, je crois, pour je vois qu'il y a une question du public. Je crois que Alice lève la main. Est-ce qu'on peut lui ouvrir le son et la caméra? Allô? Oui, bonjour Alice. Oui, ça va bien? Ça va bien, oui, merci. Allez-y. Oui, mais c'est ça, c'est juste pour savoir à quel point je pense que, surtout avec Réseau, puis avec les organismes de Montréal, on sait tous que pour les personnes trans, on n'a pas vraiment d'informations dans un sens qu'on a un très grand manque d'informations sur le nombre de personnes trans qui fréquentent des ressources, qui ont accès aux ressources, quelles ressources sont acceptables et tout. À quel point vous pensez que ce manque d'informations-là, que ce manque de données-là va impacter votre recherche, votre futur? Oui. Puis peut-être, puis Alexandre pourra peut-être compléter sur la question de l'accès aux données. C'est intéressant comme question. Je pense qu'on a mis d'ailleurs dans les capsules, il y a toute la façon, l'importance de comment on demande l'information, comment on la compile, hein, parce que des fois, lorsqu'on demande l'identité de genre, par exemple, l'orientation sexuelle, si ça amène des difficultés en termes d'accès ou il y a des jugements, il y a toute la question aussi de comment on va chercher cette information-là. Ceci dit, souvent, on la demande juste carrément pas, puis ça affecte vraiment, effectivement, en recherche, on manque énormément de données, puis même au niveau de comprendre l'utilisation de services, puis on n'est souvent pas même à évaluer l'adéquation, mais juste de repérer dans quelle mesure ils utilisent les services, notamment, par exemple, les personnes trans. Souvent, ces données-là ne sont pas compilées de fait. Puis nous, on a développé des outils notamment en co-construction avec les personnes concernées pour voir comment poser les questions, notamment par rapport à l'identité de genre et aller avec des questions ouvertes parce qu'il y a différentes étiquettes qui peuvent être utilisées. Donc, on va travailler avec les milieux pour voir peut-être que dans certains des outils qu'on travaille avec les communautés, lesquels seraient les plus appropriés, à quel moment on va chercher cette information-là. C'est un des éléments. On va aussi chercher à repérer, il y a différentes ressources quand même qui offrent des services adaptés par nos partenaires notamment, puis de pouvoir à la fois les repérer puis les mettre en valeur dans le repérage qu'on va faire, pouvoir les tracer, les documenter. C'est une première étape qui est un des objets du projet Je me transforme parce qu'il y a quand même des innovations. Il y a Maxime, notamment Blanchette, qui a parlé dans une capsule qui me confiait qu'en Abitibi, il avait été impressionné par plusieurs mesures qui avaient été prises pour que la communauté LGBTQ+ se
sentent accueillis dans les services, des formulaires adaptés, etc. On va chercher à tracer puis à faire connaître toutes ces initiatives-là qui émergent du terrain, puis à tracer un petit peu une photo de qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qui va bien, mais les enjeux où il faut améliorer les choses. Puis je pense qu'Alexandre ouvre son micro pour peut-être compléter certains éléments d'information qui sont recueillis qui permettent de répondre aussi à la question d'Alice. Oui, d'abord, merci pour la question, mais l'affirmation, pour moi, c'est une affirmation que c'est un problème à régler. À Réseau, il y a quelques années, juste au niveau du monitorage de nos interventions auprès des hommes trans, on n'avait pas la possibilité, dans les formulaires fournis par notre bailleur de fonds, de le documenter. Alors, on a travaillé avec nos personnes référentes pour l'ajouter. Et je ne le dis pas pour qu'on nous remercie, tous les organismes devraient militer pour que ce genre de choses-là se fassent. Puis j'ajouterais, par exemple, non seulement les personnes trans, les personnes non binaires, il n'y a pas de données spécifiques et ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien, qu'il n'y a pas d'enjeu, qu'il n'y a pas de vécu en lien avec la dépendance ou la consommation, toutes ces dynamiques. Donc, il faut qu'on ajoute et que ça fasse partie des données qu'on peut documenter dans nos interventions même, dans tous les organismes, ce qui n'est pas le cas. Et donc, conséquemment, c'est difficile, même pour des organismes, d'avoir des données globalement sur les interventions, parce que des fois, on n'a pas les outils ne sont pas adaptés pour le documenter. Merci. Alors, je crois que Josh, vas-y. Oui, merci à tous les panélistes pour cet échange très riche. On va passer, le temps passe très très vite, donc on va passer à la prochaine capsule vidéo. On pourra y revenir. Il y a un commentaire et une question qui reste en suspens. On pourra y revenir tout à l'heure. Donc, on va passer à la troisième capsule vidéo, en fait, qui donne la parole à des jeunes qui se sont impliqués dans un panel de recherche dans le cadre d'un projet qui s'intègre dans la programmation des 7 heures de recherche. Il s'agit des jeunes du programme Tapage pour travail alternatif payé à la journée. Donc, regardons tout de suite cette troisième capsule. Puis la date du 6 février 2019 que j'ai participé au panel. Peu importe ce qu'on va faire, ça va toujours avoir un pas, un pied en avant. Puis c'est ça que j'aime parce que ça avance. Dans le fond, moi, ça fait depuis cet été ou ce printemps, je pense que c'est plus cet été, que j'ai commencé à assister au panel. Puis en ce moment, au niveau des projets qu'on a, ça commence, je pense, à prendre une forme qui m'intéresse plus personnellement. Je trouve que ce qui me manque des fois, c'est la constance, mais la facilité d'adaptation. Fait que je trouve ça cool de garder de la constance avec vous, guys. Pourquoi je me suis impliqué? Depuis combien de temps? Ça fait genre 2 ans que je suis... non, 1 an et demi que je suis avec vous. Moi, ça fait depuis le début, 2 ans, que je participe au panel. C'est vraiment intéressant. C'est quelque chose qu'on ne voit pas le temps passer. C'est agréable. Les projets photos qu'on avait faits, en fait, je voulais découvrir des nouveaux trucs. Je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Donc, ça va faire bientôt 200 mois aussi que je suis au panel. Puis aussi, le fait que ça soit à distance maintenant a beaucoup aidé à maintenir ma participation. Ce que j'aime, c'est que intuitivement, les tours de parole sont beaucoup respectés comparé à, mettons, d'autres recherches que j'ai faites. Puis le fait que le monde se respecte, puis que les règles ou les procédures faites en sorte que c'est OK pour tout le monde. Ce que j'aime aussi, c'est que je suis toujours la bienvenue là, peu importe. Moi, je trouve que je ne fais pas nulle part en particulier dans la vie. Aussi la partie, il y avait la partie faire le truc, mais il y avait la partie aussi préparation et écriture des dialogues.
qui était quand même intéressante. Ouais, qu'est-ce qu'on fait présentement, c'est qu'on a un ordre du jour, là, comme ce qu'on a fait aujourd'hui au début sur l'écran. On écrit toujours à la fin de chaque panel des points améliorés selon nous, une note sur 10 de l'atelier. Ça, j'aime ça. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de diversité. L'activité qu'on prépare en ce moment m'intéresse plus parce que la vidéo, ça m'intéresse plus. Les gens peuvent inclure dans la vidéo le médium qu'ils veulent. Beaucoup plus place à une flexibilité intéressante. Des fois, ils ont porté des artistes de cirque puis ils font des activités, genre on avait fait du mini-théâtre ou des choses comme ça. Sinon, il y a eu la bande dessinée qui a été faite, qui était plus un roman photo. Le montage du truc là, avec les photos là, puis le texte, là, je sais pas comment on appelle ça, c'est un genre de bande dessinée. Là. Ça, c'était super aussi. Un peu comme une BD. Tu lis ça, puis ça te fait connaître un peu en quoi ça consiste quand tu participes à un truc comme ta page. J'ai un peu eu de difficulté avec ce projet-là, personnellement. Parce j'ai pas l'impression qu'on a pu toucher profondément au sujet. Je suis pas satisfaite. Ça serait le fun d'avoir un peu plus de temps pour peaufiner ce qu'on fait. Là. Partie BD, on a beaucoup manqué de temps. Je trouve qu'il y a trop de projets qui s'entrecoupent. J'aimerais ça, tu sais, comme avoir le sentiment des fois que ça avance d'un coup, d'un meeting, puis que ça soit concret. Mais c'est de la recherche. Hein. Pour apporter plus de solutions, plus d'outils pour les aider à améliorer soit leur service ou leur méthode d'aider les gens démunis, je crois. Fait que c'est ça, c'est pour ça que je suis là. Je participais déjà au questionnaire quantitatif et au qualitatif avant de commencer le panel. J'étais contente qu'on se fasse inclure dans cette discussion-là, puis qu'on nous donne les résultats et non pas juste qu'on participe au questionnaire. On parlait beaucoup plus de ta page. On a amené à un certain point beaucoup d'améliorations qu'on voulait, comme la disponibilité de faire des plateaux. C'est difficile pour les rejoindre puis tout. C'est parce que je voulais faire en sorte que ce que je ferais, ça pourrait aider à faire avancer l'aide qu'on va apporter aux personnes en situation de précarité. Grosso modo, c'était pas mal pour ça que je participais au panel. Donc, c'est vraiment pour améliorer là, les services, puis, la façon qu'on est perçu aussi là, dans la précarité sociale. Avec la pandémie, puis tout ça, ça m'a mené dans une situation vraiment encore plus précaire que je l'étais déjà. Puis c'est ça, la précarité aussi, c'est de pouvoir essayer d'avancer, mais à cause du jugement, tu peux pas complètement avancer. Souvent vécu du profilage social, puis c'est inacceptable. Ça, j'ai vraiment pas aimé ça. Puis c'est arrivé le plus souvent dans des organismes justement de réduction des méfaits. On pourrait en parler longuement avec ce qui s'est passé au campement Notre-Dame puis tout ça. Au sujet du campement Notre-Dame, j'ai le temps juste de prononcer cette période-là. C'est vraiment, ça me touche beaucoup. On a vraiment besoin d'intervenants puis de travailleurs sociaux, là, travailleurs de rue, à la place de police pour faire ce travail-là. Surtout au niveau des lesbiennes, des gays, des transgenres, ainsi va la suite. Il y a beaucoup de jugements puis de manque souvent de compréhension, de respect.
en situation de précarité, n'importe quelle nature, genre, les hommes, oui, ont plus tendance à être en avant, à être parce que je trouve que c'est une société relativement patriarcale. Donc. On vit dans une société patriarcale. C'est quelque chose de compliqué à naviguer. Les hommes sont très orgueilleux, on a de la misère à demander de l'aide. Ça vient aussi avec des privilèges, on s'entend, tu sais, puis une facilité, puis une acceptation. Genre, c'est pas que les hommes cis vont être plus entrepreneurs puis être plus capables de faire des trucs. C'est juste c'est plus facile pour eux autres. Ils y ont plus accès. À mon avis, il y a beaucoup moins d'organismes pour les femmes. Puis on dirait que le monde, aussitôt que quelque chose est différent, moindrement d'eux autres, ils ont peur puis ils jugent. Puis en tout cas, il faudrait que ça change, surtout rendu en 2021. On décrit les effets de la précarité, les effets du programme tapage. Donc, pour moi, ça envoie un message là, quand même, ces projets-là. On ne fait pas ça pour le fun, finalement. Là. Donc, c'était ça mon commentaire. Alors, donc, nous avons quelques commentaires et questions sur le chat. Tout d'abord, je voudrais relayer le commentaire d'Eshane sur le chat qui nous dit qu'il serait intéressant, par exemple, qu'il y ait une distribution gratuite du matériel qui s'efface dans les pharmacies pour attendre plus rapidement les personnes qui consomment des substances. Et sinon, il y a deux questions sur le chat que je peux tout de suite lancer donc à nos invités. La première, c'est à savoir quelle serait selon vous la gestion, comment on doit gérer les questions associées à l'identité des genres et au sexe biologique qui s'appuient notamment sur ce qu'on voit sur une carte d'identité comme la carte d'assurance maladie. Donc, que recommanderiez-vous afin de diminuer les microagressions et le fait qu'on s'appuie sur le sexe biologique qui est indiqué sur les cartes d'identité pour offrir des services? Ça, c'est la première question. Et donc, la deuxième question, c'est à savoir comment fonctionne la distribution de matériel en France, considérant qu'au Québec, il est possible d'obtenir des boîtes d'essence seringues en minimisant les risques de partage. Donc, je passe tout de suite la parole à nos invités et à Karine pour la suite de la discussion. Oui, merci Georges. Je pense pour ma vidéo. Oui, moi c'est pareil, je ne peux pas l'activer. Oui, je crois que Geneviève doit activer nos vidéos. Parfait. Bien, merci d'abord aux jeunes pour cette capsule fort intéressante puis les questions qui en ont découlé. Alors peut-être, je ne sais pas si parmi nos panélistes, je pense qu'en tout cas que c'est déjà très inspirant à la fois qu'avec notre chapeau de chercheur, puis je pense que lorsqu'on organise, on offre des services, ça pose des questions très intéressantes et inspirantes, là, cette vidéo-là. Est-ce que Caroline, Marie ou Alexandre, vous aimeriez répondre à cet élément qui est posé? Peut-être déjà, moi,
un élément, en tout cas, puis je vous laisserai compléter, mais ce qui me vient, il n'y a pas, justement, c'est ce qu'on va aller documenter, ces enjeux-là de sécurité et d'accueil, entre autres, dans des ressources d'hébergement, dans des refuges, par exemple. Mais ce que je note, en tout cas, qui est important, qui est discuté à travers les différents échanges qu'on a avec les personnes concernées, il y a des enjeux de sécurité qui sont importants, puis l'importance aussi de placer la personne au centre, de ne pas avoir des règles qui sont rigides, basées sur des catégories de genre, par exemple. Il n'y a pas une solution qui est nécessairement unique et facile, mais d'avoir un positionnement d'ouverture, d'accueil et de placer la personne au centre dans les décisions qu'on doit prendre, qui parfois, c'est la première fois qu'on se pose certaines questions, d'arriver à aplanir, réduire les obstacles administratifs dans nos processus d'accueil, puis vraiment de placer au cœur la personne, son choix, ses préférences, et en ayant toujours ces enjeux de sécurité aussi au cœur de nos décisions. Et d'accepter d'être en autocritique et en amélioration de nos processus aussi, c'est des éléments qu'on voit aussi parmi les milieux qui sont particulièrement ouverts et qui prennent position sur l'importance d'adapter leurs services pour les personnes qui sont plus marginalisées lorsqu'ils sont confrontés à des nouvelles situations. Je pense que le processus de résolution de problèmes qui implique les personnes en soi est aussi important que la solution qui est trouvée souvent dans ces situations. Je pense qu'Alexandre, tu voulais ajouter, oui. Oui, en fait, c'est juste que c'est une réalité qu'on observe surtout à travers notre programme Travail du sexe, quand on a des personnes trans qui ont besoin d'être référées vers un hébergement temporaire. On s'est souvent heurté à ça. Donc, entre comment la personne se définit et qu'est-ce qui est indiqué sur la carte d'identité. Il y a des organismes d'hébergement qui ont des politiques internes plus souples que d'autres. Donc, évidemment, on va référer là où on sait que ça va être un espace sécuritaire, mais ça demeure, quand on est dans l'urgence du moment de trouver un centre, un refuge, il faut des fois le faire dans l'heure qui suit. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas évident à gérer par l'équipe d'intervention. D'ailleurs, c'est les personnes dans l'équipe d'intervention qui gèrent ça avec les personnes qui utilisent les services. Mais je dirais, pour répondre à la question, dans le fond, il faut aller avec l'autodétermination de la personne. C'est la personne qui se définit elle-même et je pense que c'est aux instances à faire le pas pour régler ça. Parce que c'est un petit pas, je pense, et il y a des choses qui avancent, mais ça reste encore problématique pour les personnes sur le terrain qui ont des besoins urgents, immédiats, d'être aux prises avec ce genre de complications de papier ou de genre qui ne correspond pas à comment les personnes se définissent. Oui, puis je vois que le temps nous fait un peu la guerre, puis je serais curieuse aussi de vous entendre sur l'implication en elle-même. Je pense que le panel nous montre la richesse aussi de cette prise de parole des jeunes qui sont concernés par les sujets. Si je vous demandais peut-être, par exemple, Caroline, Alexandre et Marie, peut-être un point le plus important pour vous lorsqu'on réfléchit à l'importance de favoriser l'engagement des personnes qui ont une expertise de vécu, si vous aviez peut-être à soulever un point important à mettre en évidence en découlant de cette capsule-là, entre autres vidéos. Alors, Caroline, est-ce que tu souhaiterais peut-être relever un élément sur l'importance de l'engagement des personnes qui ont une expertise de vécu? Bien, j'aurais plein de choses à dire. D'ailleurs, j'ai eu le privilège d'animer le panel et c'est certain que l'intégration des personnes concernées amène vraiment une plus-value à la recherche. Puis, il faut cesser de les instrumentaliser, mais vraiment développer leurs compétences et considérer la richesse de leur savoir. Fait que moi, ça serait le point que je dirais qu'il n'y a pas de recette miracle, mais que ça vaut vraiment, vraiment le coup. On est dans un courant très paternaliste encore, donc ce n'est pas toujours valorisé, donc il faut quand même casser certaines glaces pour y arriver et laisser place aux personnes pour arrêter de faire de la recherche sur les populations, mais le faire avec et pour. Voilà. Merci beaucoup, Caroline. Très, très inspirant. Alexandre, si je te laissais ajouter peut-être un élément important à mettre en évidence. Bien, moi, c'est un propos que j'ai entendu qui était « J'étais content d'avoir les résultats, d'avoir un retour sur les résultats. » À Réseau, depuis 15 ans et plus, on participe à beaucoup de projets de recherche et pour nous, c'est la compensation financière est une obligation.
Et deuxièmement, boucler la boucle avec les personnes qui ont participé est extrêmement important. Au-delà d'offrir une compensation financière pour la participation, de dire comment on va informer les personnes par la suite, comment on va revenir avec les personnes pour leur démontrer comment vont être utilisées les données et qu'est-ce qu'en est ressorti. C'est super important. Puis je pense que ça permet à la personne de voir les conséquences positives possibles de son implication dans le futur, même si académiquement parlant, toutes les personnes ne sont pas au même niveau des fois dans leur participation. Ce travail de vulgarisation à la fin pour cette étape-là, pour moi, est super important. Puis ça a été nommé, puis beaucoup d'autres choses aussi auxquelles ça fait écho à ce qu'on souhaite dans les participations de projets de recherche communautaires. Oui, merci beaucoup. L'importance de redonner puis de prendre aussi la richesse des expertises pour nous aider à faire sens aussi souvent des résultats. Merci beaucoup, Alexandre. Marie, un élément à ajouter sur la participation? Sur la question de la recherche participative, en fait, il se trouve que je fais de la recherche participative depuis presque 30 ans maintenant, en fait, sans le savoir au départ, parce que ce n'était pas nommé comme ça, puisque les premières recherches que j'ai menées, je les ai faites en lien avec des groupes d'autosupport d'usagers de drogue, que ce soit ASUD ou Narcotiques Anonymes. Et en fait, une grande partie du savoir que j'ai acquis au fil du temps, il vient vraiment de ce contact rapproché avec ces groupes. Donc, moi, c'est vrai que je suis très sensible à cette question de la réduction des injustices épistémiques, parce qu'en fait, on accorde une valeur trop importante en fait au savoir académique quand on le compare aux autres savoirs. Et donc, c'est vrai que, en tout cas, moi, mon savoir académique, il est nourri de ces savoirs d'expérience. Donc, en fait, c'est pour ça que je considère que ces savoirs d'expérience doivent être considérés de manière légitime également. Et d'ailleurs, une des expériences de recherche et surtout de coécriture les plus intéressantes que j'ai eues dans ma vie, ça s'est fait en fait par la direction d'un numéro spécial que j'ai effectué avec Jean-Maxence Granier, en fait, qui est le directeur d'ASUD. Et c'est vrai que rarement, en tout cas, on a coécrit ensemble. Et donc, rarement, j'ai eu autant de plaisir à coécrire avec quelqu'un parce que nos savoirs étaient vraiment complémentaires. Mais ce qui me semble également important d'introduire dans le débat, c'est la question des identités plurielles. C'est-à-dire que souvent, en fait, on renvoie les personnes qui ont un savoir d'expérience uniquement à leur savoir d'expérience et on leur rappelle en permanence, alors que les personnes qui ont un savoir d'expérience peuvent aussi avoir des savoirs académiques et une diversité de savoirs. Et en fait, il y a également des personnes qui ont des savoirs académiques et qui ont une expérience de vie, mais qu'elles ne souhaitent pas mettre en avant et qui renvoient également au fait d'être une personne concernée. Donc, c'est pour ça que je trouve que dans le cadre de la recherche participative, ce qui est important, c'est aussi de donner la possibilité à chaque personne de pouvoir être présentée et nommée de la manière dont elle le souhaite et pas obligatoirement avec le savoir d'expérience qui soit mis au-devant des autres savoirs, parce que ça laisserait supposer parfois que ces savoirs académiques sont liés avant tout à son savoir d'expérience, alors que les identités sont multiples pour l'ensemble des personnes. Donc je pense que ça, c'est quelque chose aussi d'important. Merci beaucoup, Marie, Caroline, Alexandre. Merci énormément aussi aux panélistes de recherche qui ont participé à la capsule vidéo. Pour moi, c'est extrêmement riche. Marie nommait le plaisir. Je pense que c'est certainement l'une des parties que j'aime le plus dans mon travail. C'est lorsque je suis en interaction avec des experts concernés, notamment ceux que vous avez vus dans la capsule que j'ai eu le privilège de rencontrer. Alors, un énorme merci. Je vous présente maintenant pour le mot de la fin. Donc, il y a Thomas, en fait, qui va d'abord vous présenter quelques éléments d'information pour les suites, si vous souhaitez rester informé. Donc, Thomas Heng, que je remercie pour la coordination, l'orchestration de tout ce lancement. Donc, je te cède la parole pour peut-être énoncer quelques éléments d'information pour que les gens puissent rester au courant. Bonjour, oui, merci Karine. Puis effectivement, j'ai la tâche de juste vous donner quelques informations rapidement par rapport à nos activités qui sont en préparation, qui sont à venir. Donc, bien évidemment, aujourd'hui, ce n'est qu'un début. Puis, en plus de nos différents projets de recherche qui sont en cours, qui sont à venir, il y a un site web qui est en préparation, qui sera lancé dans les prochaines semaines.
Également, nous allons faire le lancement d'un programme de bourse. Nous allons faire le lancement d'une programmation scientifique pour le 2021-2022 qui comprendra notamment une série de webinaires qui va permettre de rendre plus accessibles nos résultats de recherche. On espère offrir des moments de réflexion, d'échange, de collaboration, peut-être de mobilisation. Donc, si vous voulez recevoir nos communications, on vous invite à nous suivre sur Facebook, sur LinkedIn. Vous avez les identifiants à l'écran. Vous pouvez également faire ajouter votre adresse courriel à notre liste d'envoi. Lorsque vous quittez le Zoom d'aujourd'hui, vous allez être dirigé vers un court questionnaire de satisfaction et vous pouvez également inscrire votre adresse courriel dans le sondage. Donc, je parle rapidement, je perds mon haleine un peu là, mais écoute, il s'agit de respirer. Donc, vous pouvez aussi m'écrire par courriel si vous voulez juste ajouter à la liste ou juste me donner un peu d'informations par rapport à vos projets, vos intérêts. Donc, juste un petit mot au nom de l'équipe de coordination de la GID et tous les membres du personnel de recherche. On a vraiment une grosse équipe. Je peux confirmer que c'est une équipe qui est très motivée, très enthousiaste, très passionnée, qui est à l'écoute. Donc, nous avons vraiment hâte de collaborer avec vous, avec toutes les personnes qui s'intéressent et qui s'impliquent à nos projets. Alors, on vous invite à passer le mot, à parler de la GID, d'inviter d'autres personnes qui seraient intéressées et concernées à communiquer avec nous. Et au plaisir et à bientôt. Et je passe rapidement la parole à Jorge et à Karine pour les petits mots de la fin. Merci, au revoir. Merci Thomas. Donc, avant de conclure et de passer le dernier tour de parole à Karine, je voudrais aussi vous remercier pour votre participation, remercier également les panélistes. Karine pour l'invitation et je vous dis à très bientôt. Karine. Un grand merci, Georges, pour cette animation, ton soutien de toujours aussi dans les projets. Alors, petit mot de la fin, quelques derniers remerciements. J'aimerais souligner la qualité du travail de Geneviève Fortin qui a fait le montage des capsules, tous les experts concernés, partenaires, chercheurs et étudiants associés à l'organisation, nos partenaires institutionnels également, l'Université de Sherbrooke, bien sûr, l'Institut universitaire sur les dépendances et le Centre de recherche Charlemagne de Saguenay-Lac-Saint-Jean sur les innovations en santé. Mais un remerciement aussi aux Instituts de recherche en santé du Canada qui financent ce beau projet. Et puis, plus personnellement, vous dire que je suis très fière et je me sens très privilégiée d'être aussi bien entourée. On aurait continué la conversation, j'en suis certaine, encore très longtemps, notamment autour de la recherche participative. On a d'autres événements qui s'en viennent liés à la chaire, entre autres avec aussi Marie, où on va approfondir notre réflexion. Puis cette capsule des jeunes sera certainement une source d'inspiration pour poursuivre plus en profondeur nos réflexions. Un grand merci de votre participation, de votre soutien. Cette chaire-là est possible grâce à chacun d'entre vous. Alors, merci. N'hésitez pas à nous communiquer avec nous pour collaborer ou des questions. On tentera de répondre aux questions qu'on n'a pas malheureusement pu traiter par courriel également ou par le chat. Alors, merci beaucoup à tous. Une très belle journée à vous, puis au plaisir de vous recroiser à de multiples reprises. Merci Marie, Alexandre et Caroline aussi en particulier. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.